22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. A eu lieu aujourd'hui la cérémonie de lancement de la phase pilote du programme Moustique allié de Djibouti dans le cadre du programme national de la lutte contre le moustique. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. Et le président Kenyon a été accueilli par son homologue américain à la Maison-Blanche. Les détails dans un instant. Mais avant de développer ces nouvelles, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé l'espoir d'un prompt retour de la concorde nationale au Yémen, pays frère qui a célébré hier l'anniversaire de son unité. Ce vœu du chef de l'État est intervenu dans un télégramme de félicitations adressé au président yéménite Rachad Mohamed Al-Alimi. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'associent à moi pour manifester leur sympathie et fraternité à la nation sœur yéménite, a écrit le président Guelleh, réitérant l'attachement de notre pays à la paix, à la stabilité, à l'unité et à l'indivisibilité du Yémen. Autre information, après avoir terminé hier la visite des lieux saints de Médine, le premier groupe de pèlerins djiboutiens s'est dirigé vers la Mecque pour commencer à accomplir la Umrah. Dans un premier temps, ils se sont rendus à la Mecque à bord des bus qui les emmenaient depuis Médine. À leur arrivée hier à la Mecque, les pèlerins ont été accueillis par les responsables djiboutiens du Hajj et les membres de l'organisation saoudienne chargée de servir les pèlerins. Après un court repos à la résidence, ils se sont dirigés vers la Sainte Kab'a tôt mardi soir pour accomplir la Umrah du Hajj. Après ce groupe de 130 pèlerins, le reste des pèlerins devraient arriver successivement à Médine et de là à la Mecque à bord de voyage quotidien pour accomplir la Umrah et attendre que la date du Hajj arrive, le 8e de Dur al-Hijjah, lorsque tous les pèlerins du monde déménageront pour passer la nuit à Mina et de là à Arafat, le jour principal du Hajj. Dans une interview accordée à la télévision nationale, le responsable du Hajj, Othman Falah, a indiqué sa satisfaction quant aux conditions d'accueil des pèlerins à la Mecque, soulignant que le ministère des Affaires islamiques a achevé tous les préparatifs pour garantir que les pèlerins bénéficient des meilleures conditions de séjour tout au long de leur Hajj. De son côté, l'un des responsables de la société chargée de servir les pèlerins dans les lieux saints a indiqué qu'ils ne ménageront aucun effort pour rendre un service distingué aux pèlerins djiboutiens et remplir leurs obligations professionnelles et morales. C'était dans les titres sous le patronage du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed. Le ministère de la Santé a procédé ce matin au Palais du Peuple. La cérémonie de lancement de la phase pilote du programme Moustique allié de Djibouti dans le cadre du programme national de la lutte contre le moustique. La République de Djibouti, considérant que les maladies vectorielles sont un problème majeur de santé publique, a initié depuis 2021 le développement du programme Moustique allié de Djibouti en collaboration avec la société de biotechnologie Oxitec. Il s'agit dans ce programme de développer un nouvel outil innovant dans la lutte contre les vecteurs du paludisme et de la dengue notamment. Cette technologie, utilisant le principe Gene Drive, intervient dans le cycle de reproduction du moustique en bloquant donc la génération de moustiques femelles responsables de la transmission des maladies. La cérémonie de lancement a réuni entre autres le ministre de la Santé, des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants des corps diplomatiques accrédités à Djibouti et des représentants des systèmes des Nations Unies, ainsi que les techniciens du programme. À cette occasion, les parties prenantes en charge du programme ont présenté donc un exposé d'un rapport sur ce programme dans son ensemble pour donner des éclaircissements aux participants. Là, Monsieur le Premier ministre, Excellence, nous parlons de phase pilote, c'est le lancement. Cela va se dérouler à partir de cet après-midi à Ambouli. Ça passera sur plusieurs semaines. Ça permettra de connaître comment se comporte le moustique allié
Et dans une seconde phase, il y aura une étape de lâchage où nous aurons un effet autolimitant et on comparera l'endroit où on a lâché le moustique à un endroit où on n'a pas lâché. Ça permettra de montrer, d'objectiver l'efficacité de la méthode. Une unité de production. La République de Djibouti a octroyé au programme un terrain de 5000 m². Une unité de production va être construite par Oxitec. Et nous, à côté, nous ambitionnons d'installer un centre de recherche et de formation en entomologie. Je l'ai dit ici, hein, si les partenaires sont là, nous sommes disposés à partager avec eux la note conceptuelle. Le déploiement opérationnel, que ce soit sur le STEFANSI ou les ADS, est Inch'Allah prévu pour 2025. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, s'est dit réjoui du lancement de ce programme. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, au niveau mondial, le paludisme est une maladie mortelle sévissant dans un certain nombre de pays, notamment dans la région d'Afrique où elle est devenue un problème de santé publique. Les cas des personnes atteintes par le paludisme augmentent année après année. En 2022, il y a eu 249 000 cas de paludisme dans le monde, soit 16 millions de plus que 233 millions enregistrés avant la pandémie 2019. Il est sans équivoque que cette maladie a un impact significatif sur l'économie nationale à travers les arrêts maladie occasionnés par le paludisme. En outre, la réponse mondiale s'est heurtée à plusieurs obstacles, tels que la résistance aux médicaments et aux insecticides, les crises alimentaires, les manques de moyens et les retards pris dans la mise en œuvre des programmes, etc. Par ailleurs, une des plus grandes menaces dans la lutte contre le paludisme est les changements climatiques. Les rapports sur le paludisme dans le monde en 2023, publiés par l'OMS, montrent la corrélation entre le changement climatique et le paludisme. Le changement climatique constitue de nos jours un défi majeur pour l'humanité. On assiste à une forme de dérèglement du mécanisme du climat et cela est inquiétant. Les conséquences de ces dérèglements climatiques, nous les vivons au quotidien et entraînent la prolifération des moustiques porteurs du paludisme. Nous constatons, juste après les inondations, une multiplication des cas du paludisme. La hausse des températures, les précipitations et l'humidité peut entraîner une multiplication des cas du paludisme dans les régions de haute altitude, favorisant une augmentation de la transmission dans les régions qui jusqu'alors n'étaient pas exposées. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Al-Robles, s'est félicité des efforts louables entrepris par son département. On l'écoute. Depuis plus de 10 ans, le paludisme constitue un problème de santé publique à Djibouti. En 2012, comme ça a été dit, au moment où le pays allait être inscrit à l'agenda des pays à la phase de préélimination du paludisme, une résurrection manifeste des cas a été notifiée depuis 2013 jusqu'à maintenant. En effet, le cas du paludisme est passé de 27 cas en 2012 à 40 628 cas en 2022. Cela revient à une augmentation de plus de 100% des cas sur une période de 10 ans. Cette augmentation excessive de cas de paludisme coïncide avec l'invasion et l'expansion excessive de l'Anophèle stevensis dont le polymorphisme est bien adapté aux conditions climatiques et environnementales de Djibouti-Ville. Suite aux interventions combinées de lutte antivectorielle associée à une prise en charge correcte des cas dans les structures de santé, les cas de paludisme diminuent progressivement d'une année à une autre. Ainsi, de 2020 à 2023, le cas de paludisme, comme vous l'avez vu lors de le graphique qui a été exposé, à 73 535 cas à 38 846 cas. Les interventions de lutte antivectorielle mises en œuvre à Djibouti ont certes un impact sur la réduction des cas de paludisme, mais comportent des limites pour permettre l'élimination du paludisme.
Clôturant la série des interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que cette nouvelle façon de lutter contre le paludisme est un moyen pour atteindre l'objectif donc de lutter contre cette maladie. Le Premier ministre. Mesdames et messieurs, souvenez-vous que Djibouti avait réussi, grâce à un programme de lutte intégré à limiter l'impact au point de parvenir en 2012 à une phase de préqualification et à l'élimination du palu conformément aux critères de l'OMS. Djibouti était alors considéré comme parmi les pays qui s'est targué d'avoir un tel résultat. Cette dernière décennie, le fléchissement de l'implication des communautés dans les actions sanitaires, l'insuffisance de la coordination des actions des différents secteurs, des comportements favorables, l'intensification de la transmission des menaces telles que la résistance des vecteurs contre les insecticides ont sérieusement affaibli le combat mené contre le palu. L'émergence d'un nouveau vecteur, l'Anophel stephensi, a pour sa part complètement menacé les succès acquis durant les années de combat acharné. Mesdames et messieurs, la volonté politique du gouvernement à combattre ce fléau n'a jamais reculé. Face à ce constat, il a vite mesuré la nécessité absolue de trouver une approche innovante et fiable en capacité de limiter la diffusion de ce vecteur pour protéger la population contre la recrudescence des cas de palu au-delà des interventions traditionnelles telles que la pulvérisation spatiale et la neutralisation des gîtes larvaires. C'est dans cette perspective et en quête de l'adoption des meilleures politiques et stratégies de lutte contre le paludisme que notre pays s'est lancé avec la société Oxitec, une biotech installée à Oxford, au Royaume-Uni, spécialisée dans le développement des solutions biologiques dans la lutte contre les différents vecteurs. Ainsi, Moustique Allié de Djibouti sera, j'espère, si Dieu le veut, une technologie qui va directement intervenir en amont dans la reproduction du moustique, contrairement aux interventions traditionnelles se focalisant sur le contrôle des moustiques adultes ou la destruction des larves. Les équipes djiboutiennes sont déjà à l'œuvre et formées sur toutes les phases du programme d'insertion du gène, des limitations et l'ensemble du processus se fera à Djibouti de la construction de laboratoires dédiés à cet effet. À la une également, une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, qui est également le président du Comité national de lutte contre le terrorisme, s'est rendu lundi dans le royaume de Bahreïn pour participer à la 3e session du groupe d'action financière. Eh bien, notre pays a partagé avec les États partie du groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, des propositions de mémorandums d'entente et des projets de conventions bilatérales qui seront examinés et signés lors des prochaines sessions bilatérales. Les travaux de l'Assemblée générale de cette 38e session du GAFI ont été conclus par le rapport d'activité de l'organisation durant l'année passée et l'adoption du rapport, de l'audit des comptes et l'adoption donc du budget. À la une également, une importante délégation conduite par le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a participé au lancement du dialogue sur la mobilité et de la main-d'œuvre entre l'Afrique, les pays du CCG, le Liban et la Jordanie qui s'est tenu à Doha, au Qatar, du 21 au 22 mai. Cet événement historique, intitulé le dialogue de Doha, s'inscrit dans le cadre d'un accord entre le Qatar et l'Union africaine visant à établir un mécanisme consultatif entre les pays africains et ceux du Golfe. Ce dialogue a pour objectif de mettre en place les meilleures pratiques pour renforcer la coopération régionale et les partenariats, améliorer le recrutement de la main-d'œuvre africaine et promouvoir une mobilité équitable entre les régions. À cette occasion, les ministres du Travail des deux parties ont unanimement souligné la pertinence de cette réunion qui intervient à un moment crucial en raison des nombreux défis tels que le changement climatique et les transformations économiques affectant les marchés de l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre.
Ils ont souligné l'urgence d'améliorer la gestion de la mobilité des travailleurs expatriés et des contrats de travail, tout en promouvant des opportunités d'emploi équitables. En outre, ils ont fortement insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale dans le recrutement de la main-d'œuvre entre l'Afrique, les pays du CCG, le Liban et la Jordanie. Et en marge du dialogue de Doha, le ministre Omar Abdi Saïd s'est entretenu avec son homologue qatari. Une opportunité saisie pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont exploré en détail diverses façons de renforcer les liens déjà solides dans le domaine de l'emploi. Écoutons un extrait du discours du ministre du Travail. Le dialogue de Doha est une initiative opportune et bienvenue. Il offre une plateforme pour un dialogue ouvert et constructif sur la question liée à la mobilité de la main-d'œuvre entre l'Afrique, le Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et le Liban, et vise à partager de meilleures pratiques et renforcer de coopération entre nos pays ici présents. La mobilité de la main-d'œuvre est un moteur essentiel de la croissance économique et du développement social. Elle offre aux travailleurs la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer leur niveau de vie et de contribuer au développement de leur pays d'origine. Compte tenu de la proximité géographique des pays du Golfe avec certains pays de l'Afrique, il est crucial d'instaurer un dialogue interrégional sur la migration de la main-d'œuvre et d'autres questions thématiques connexes afin d'approfondir la coopération et le partenariat. Aujourd'hui, face à ces phénomènes grandissants, nous devons affirmer notre engagement collectif envers l'amélioration de la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre et du cycle du travail contractuel, ainsi qu'en faveur d'un emploi éthique et équitable des travailleurs africains vers les pays du Conseil de coopération du Golfe, la Jordanie et le Liban. Ce but commun sera atteint grâce à l'adhésion au principe de respect mutuel, de partenariat et de responsabilités partagées, ainsi qu'au cadre politique relatif au travail et à une gestion efficace de la mobilité de la main-d'œuvre, à travers la consolidation de la collaboration et de la coopération. Nous examinerons les mécanismes de recrutement existants pour assurer des pratiques éthiques et équitables et pour protéger tous les travailleurs migrants afin de garantir un travail décent. La mise en place d'un environnement propice à l'amélioration des données et des recherches sur la mobilité entre l'Afrique et le Conseil est primordiale. Une telle initiative permettra de mieux comprendre et analyser les mouvements migratoires et d'y apporter des réponses adéquates conformément aux intérêts des pays d'origine et d'accueil. La reconnaissance des qualifications et des compétences est un autre défi majeur. Les travailleurs migrants doivent pouvoir faire reconnaître leurs qualifications et leurs compétences dans les pays d'accueil afin de pouvoir accéder à des emplois décents et contribuer pleinement au développement de ces pays. Il serait souhaitable d'impliquer les instances régionales comme l'IGAD dont la présidence est actuellement assurée par Djibouti dans la mise en œuvre de cette initiative. Cela permettrait une meilleure coordination et une représentation adéquate des intérêts régionaux. Notre succès repose, en effet, sur notre capacité collective à aborder les challenges posés par la migration de la main-d'œuvre. Je réitère mes remerciements et félicite les organisateurs et le leadership du Qatar et souhaite plein succès à nos travaux. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdou, a reçu hier le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, Ali Saïd Mahmoud. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de collaboration accrue entre les deux institutions. Le directeur général de l'agence a exprimé sa gratitude envers la ministre des Affaires sociales pour le récent recrutement de 6 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. En réponse, la ministre a exprimé sa gratitude envers le directeur général de l'ANPH, louant également l'initiative du président de la République et a souligné l'importance de donner une chance à tous et particulièrement aux personnes handicapées souvent marginalisées. La ministre a félicité le travail remarquable de l'Agence nationale pour les handicapés et a salué le leadership de son directeur général. Je remercie le président de la République, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, et pour son engagement pour
qui appuie fortement à ce que les gens, des personnes en besoins spéciaux puissent intégrer la société. Et je remercie encore les directeurs de l'agence pour son travail digne en son nom et ainsi qu'à ses équipes. Moi, étant une personne jeune handicapée, je bénéficiais déjà de l'aide de l'État, du ministère des Affaires sociales, des bourses depuis mon lycée et après l'université également. Et lorsque j'ai réussi mon licence, Madame la ministre Olufa, que je remercie et que j'apprécie ses bienfaits, elle m'a soutenu et elle m'a signé le contrat. Et depuis, je travaille, je gagne ma vie, alhamdoulilah. Et enfin, je remercie toujours les chefs de l'État, le président, notre président. Enfin, j'ai eu, après la décision, une longue décision, on va dire, que je suis fonctionnaire et je suis très content. Le directeur général de la NPH a dans son intervention indiqué que ce geste s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique initiée par le chef de l'État visant à offrir une seconde chance aux personnes handicapées à favoriser leur pleine intégration dans la société. Il a exprimé son espoir que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société plus inclusive et équitable. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales a réitéré son engagement à soutenir l'agence et à garantir que les nouvelles recrues se sentent pleinement intégrées dans leur environnement professionnel. On l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Douale, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour justement tous les efforts et professionnels, mais également très personnels que vous mettez en avant justement pour l'insertion, pas seulement le soutien et l'accompagnement des personnes handicapées, mais également aujourd'hui, selon la vision du chef de l'État et conformément à sa volonté de créer une société inclusive pour tout le monde, d'insérer ces personnes handicapées dans la société. Et c'est des personnes à qui la société appartient autant que les autres. Et la solidarité qui nous représente tous, qui représente également les principes de l'islam. Aujourd'hui, c'est les principes également qui sont promus dans la Constitution de la République, mais également dans la vision éclairée du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Cette solidarité, aujourd'hui, elle se traduit par rapport à l'action et à la volonté du chef de l'État de donner, malgré les difficultés au niveau de recrutement dans la fonction publique, la chance, ce qu'on appelle une discrimination mais positive, la chance à 150 personnes jeunes handicapées à s'insérer dans la vie active, parce que ces personnes peuvent donner, peuvent apporter quelque chose, comme le directeur l'a si bien dit. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à apporter à la société. Aujourd'hui, nous nous félicitons et nous remercions vraiment cette vision du chef de l'État qui nous apporte à nous tous vraiment non seulement une leçon, mais une leçon de vie qui est vraiment très parlante et qui nécessite également de notre part de mettre également des efforts, de faire des efforts également supplémentaires pour venir compléter l'action du chef de l'État. Et comme le directeur l'a dit, la responsabilité, elle nous appartient à tous, mais également, elle dépend de comment les responsabilités, elles sont prises et jusqu'à quelle hauteur peuvent concerner les responsables. Aujourd'hui, ce serait vous donc, qui allez s'insérer dans la vie active, à qui nous allons apporter un transfert monétaire via D-Money, donc notre partenaire public, via lequel nous allons pendant 3 mois, en partenariat bien sûr avec la NPH, verser des primes de transport le temps justement que votre décision soit signée. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités inclut dans ses politiques sociales et spécifiquement dans notre nouvelle stratégie qui est passée hier en Conseil des ministres, une grande part pour les personnes non seulement handicapées, mais également à besoins spéciaux. Je vous remercie. Le secrétaire d'État chargé des Sports, Hassan Mohamed Kamel, a par la suite reçu le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées.
Le directeur général donc, de l'agence a exprimé sa gratitude envers le secrétaire d'État pour le récent recrutement de 5 jeunes en situation de handicap au sein des différents services de son département. Il a exprimé que ce type de mesures contribue à changer les perceptions et à promouvoir une société équitable. La réunion s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, du directeur administratif et financier, ainsi que les jeunes récemment recrutés et d'autres responsables des deux institutions. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a exprimé sa gratitude envers le directeur général de la NPH, louant également l'initiative du président de la République. Il a félicité le travail remarquable de l'Agence nationale pour les personnes handicapées et a salué le leadership de son directeur général. Diplomatie à présent, au cours d'une cérémonie officielle, l'ambassadeur Ibrahim Beled Ali a présenté hier ses lettres de créance au président de la République des Philippines, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République des Philippines avec résidence à Tokyo. Le président de la République des Philippines a souhaité la bienvenue et à l'ambassadeur et lui a demandé de transmettre à son tour ses chaleureuses salutations et son amitié au président de la République de Djibouti. Le président Marcos a remercié le gouvernement djiboutien pour le récent sauvetage et retour rapide chez eux via Djibouti des marines philippins après que leur navire ait été touché par un missile anti-navire dans le golfe d'Aden. Le président philippin a également souhaité à l'ambassadeur tout le succès dans l'exercice de ses fonctions de manière à renforcer les relations de coopération bilatérale entre la République de Djibouti et la République des Philippines. L'INAP a procédé hier à la cérémonie de clôture de la seconde promotion, gestion et management des organisations publiques. Un programme efficace pour le renforcement des compétences des participants en administration publique, des formations cruciales pour atteindre les objectifs de développement ambitieux du pays. Ont participé à cette cérémonie de clôture, outre le directeur général de l'INAP, Michel Mackay Idriss, la directrice générale de l'IRA de Lille, première conseillère de l'ambassade de France et la secrétaire générale du ministère et le secrétaire général du ministère du Travail. Les responsables ont pris la parole à tour de rôle et ils ont unanimement souligné l'importance que revêt cette formation dans le développement d'un socle solide de cadres formés en gestion de projet et en suivi et évaluation. L'objectif est de mettre en place des mécanismes de coordination efficaces entre les différents ministères et de développer un socle solide de cadres formés en gestion de projets et en suivi et évaluation. Investir dans l'éducation et la formation des cadres des administrations publiques, l'INAP est en train de poser les bases d'une administration moderne, efficace et tournée vers le développement durable de la nation. Et enfin, la cérémonie de clôture s'est terminée avec une photo de famille. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous pour la 3e fois. J'ai en effet suivi le parcours de la première promotion l'année dernière et je trouvais que ce programme était tellement intéressant que j'avais envie de m'impliquer et de venir vous rejoindre le plus régulièrement. Je félicite donc les auditeurs de cette seconde promotion GEMOP qui ont su mettre tout leur savoir et leur engagement dans la mise en œuvre de projets qui contribueront à la transformation de l'administration djiboutienne dans leurs ministères respectifs. Madame la directrice de l'IRA de Lille m'a cité quelques-uns de vos projets et ils sont en effet très très intéressants. Beaucoup portent de ce que j'ai entendu sur la déconcentration de l'administration et je trouve donc ça passionnant. Et enfin, un aspect essentiel pour moi, vous vous en doutez, c'est que la parité femmes-hommes dans les institutions, qui est un enjeu commun à Djibouti et la France, est ici illustrée grâce à ces 2 promotions. Et j'en suis très contente. Suivant les interventions tour à tour du directeur général de l'INAP et celle donc de la directrice générale de l'Institut régional d'administration de Lille. Aujourd'hui, on est avec les GEMOP 2. Je voudrais vous dire également grand bravo. J'ai vu des notes de 19,25. Je vous regarde, Madame Nawal. Madame la première conseillère de l'ambassade de France, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour vos efforts constants visant
à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays à travers divers programmes de soutien au développement. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à mon amie aujourd'hui, Cécile, qui me regarde, qui n'a pas hésité de me dire « d'accord, j'ai remarqué, je viens à Djibouti, alors que je sais que tu es vraiment débordé, tu as accepté dans cette belle aventure transformatrice de notre administration. » Il nous faut vraiment réformer cette administration publique et c'est en investissant dans l'éducation et la formation de nos cadres que nous posons les bases d'une administration moderne, cher Mohamed, et efficace tournée vers le développement durable de notre nation. Alors, cette première promotion, ça a été un peu notre promotion pionnière. Et grâce à son implication, grâce à son travail, et je dirais surtout grâce à son audace, a fait que ce cycle est bénéfique pour l'administration djiboutienne et au final pour tous vos concitoyens djiboutiennes et djiboutiens. Et on assure aussi la formation professionnelle continue d'environ 3000 fonctionnaires par an. Donc on a 3000 cadres de l'administration qui viennent se former tous les ans à l'IRA. Et voici un extrait du discours du secrétaire général du ministère du Travail. Le succès de la première promotion de cadres formés dans le cadre du programme GEMOP en partenariat avec l'IRA de Lille est une étape significative dans la transformation de notre ressource humaine. 2 auditeurs ont été nommés à des postes de direction, témoignant ainsi de la reconnaissance de leurs compétences acquises. Le ministre du Travail a activement encouragé ses collègues des autres départements à nommer les auditeurs GEMOP à des postes de responsabilité, assurant ainsi une utilisation optimale de leurs compétences dans divers secteurs de l'administration publique. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l'équipe de coordination pédagogique du programme pour leur travail acharné. À cette occasion, je renouvelle mes remerciements à l'ambassade de France pour son appui indéfectible. Dans le reste de l'actualité, la 17e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur a clôturé la session qui a débuté le 14 avril dernier autour d'une cérémonie co-présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ali Mohamed Roble, et le substitut du procureur général Ibrahim Hussein Ouass. L'événement qui s'est déroulé à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a été marqué par la présence du préfet et du président du conseil régional d'Arta, le colonel et le représentant donc du directeur général de la police nationale, l'attaché à la sécurité intérieure auprès donc de l'ambassade de France, la coordinatrice de la cellule d'écoute de l'UNFD ainsi que plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À l'issue de 6 semaines d'une formation riche sur les techniques modernes d'enquête, la 17e promotion composée de 17 stagiaires issus de 13 pays dont Djibouti, Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Togo, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Comore, le Madagascar et pour la première fois l'Ouganda et la Tunisie est désormais prête à mener des investigations complexes alliant technique et méthodologie. Et après les discours des officiels, vous le voyez à l'image, les stagiaires ont reçu leur parchemin et un signe de l'école des mains des officiels. La présidente de la promotion a commencé son intervention par les vifs remerciements de la promotion à l'endroit du gouvernement djiboutien pour son accueil et la qualité de la formation reçue par l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. On l'écoute. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous en ce moment solennel de la fin de notre stage de formation. Ce moment est l'aboutissement de 6 semaines d'apprentissage, de partage et de développement professionnel allant du 14 avril au 23 mai 2024.
On se rappelle encore de notre premier jour de l'envie de découvrir Djibouti et d'apprendre. Aujourd'hui, ces sentiments se transforment en fierté et gratitude. Cette formation a regroupé 17 participants venus de 12 pays différents, à savoir le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon, le Togo, l'Ouganda, la Tunisie, les îles Comores, Madagascar, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de Djibouti. Elle a commencé par les cours de déontologie, la méthodologie et l'organisation d'enquête, des notions élémentaires de la police technique et scientifique, le compte rendu au magistrat, la gestion d'une scène de crime, les scellés, les réquisitions judiciaires, les planches photographiques, croquis des lieux, les rapports et procès-verbaux de transport sur les lieux, constatations et mesures prises. Les autres semaines de cours ont également porté sur les concepts clés relatifs à la police judiciaire, suivi de cas pratiques, entre parenthèses, découverte de cadavres. Nous voici au terme de nos stages. J'avoue que vous allez me manquer, car nous avons partagé des moments précieux malgré nos différences culturelles et religieuses. Dire adieu à une personne, c'est perdre une partie de soi-même. Le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayada, de son côté, rappelait le sérieux de la formation dispensée à l'école, fruit de la politique visionnaire du président de la République et chef suprême des armées, qui a bien voulu unifier les pays frères et amis de l'Afrique et de l'océan Indien. On l'écoute. C'est pour moi et pour l'ensemble de l'encadrement de l'EI3PJ un réel plaisir de vous avoir ici, malgré vos agendas chargés. L'école internationale a aujourd'hui 5 années d'existence. Il a été inauguré le 19 mars 2019 par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, ainsi que l'ensemble du gouvernement qui l'accompagnait et l'ambassadeur de France accrédité à Djibouti. De prime abord, ici, je voulais saluer les stagiaires qui sont les ambassadeurs de leur pays et plus particulièrement saluer les stagiaires de la République de l'Ouganda et celui de la Tunisie, d'être la bienvenue à Djibouti sur cette terre d'échange et de rencontres. Si je peux me permettre de faire le bilan de l'EI3PJ, au tout début, au moment où l'école allait être inaugurée, il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup de pression. Donc, je crois que l'ensemble de l'encadrement de l'EI3PJ, je pense particulièrement aux instructeurs, ils ont été à la hauteur de toutes les espérances attendues. Je voudrais ici placer quelques remerciements. Si tous ces stagiaires sont présents sur le sol djiboutien, c'est grâce au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées et président en exercice de l'IGAD, de rapprocher les nations africaines et de se former ici à Djibouti. Sans oublier les organismes nationaux et internationaux, je pense à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, d'avoir dispensé les violences basées sur le genre, la Banque centrale de Djibouti pour tout ce qui concerne la criminalité organisée et la délinquance financière. Je pense aussi à l'UNICEF sur la protection de l'enfant, l'OIM sur la mobilité humaine. Et sur ce, je vous remercie. Et enfin, le substitut du procureur général Ibrahim Hussein Ouass est lui aussi revenu sur la réussite de l'école qui fait désormais partie des références en matière de police judiciaire dans le continent. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de clôture de stage
de perfectionnement enquêteur qui a été dispensé du 14 avril 2024 au 21 mai 2024 au centre d'instruction Cheikh Moussa du PK23, l'EI 3PJ. En effet, l'École internationale de perfectionnement à la fonction de la police judiciaire a accueilli un stage de perfectionnement enquêteur regroupant 17 pays amis, dont 12 ressortissants de pays amis et 5 nationaux. Le thème exercé était l'enlèvement et la séquestration suivie de meurtre. C'est une scène de crime importante et qui commence par d'abord les auditions, les perquisitions et toute la méthodologie qui a été enseignée et dispensée par les professionnels de cette école. Vu la croissance des enquêtes criminelles, ils ont été formés durant 5 semaines pour les auditions, investigations criminelles et dans le but de constituer un bon et solide dossier exploitable pour les juges et les procureurs, ainsi que les qualifications adéquates. Le sérieux et la rigueur de ces institutions, temple de la police judiciaire, se fait connaître dans l'Hexagone. L'objectif de cette école internationale est de répondre aux besoins d'améliorer la capacité d'investigation judiciaire des enquêteurs dans la pratique de la police judiciaire. Ainsi, cette école a démontré un savoir-faire de qualité. J'espère que les stagiaires ici aujourd'hui présents feront un bon profit, de mettre en profit d'abord les connaissances acquises durant ces 5 semaines dans leur pays respectifs. Et je vous souhaite d'abord, je ne manquerai pas aussi de féliciter les formateurs de cette formation qui ont avec professionnalisme transmis leur savoir-faire dans ce domaine. Et je ne manquerai pas aussi pour terminer de vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous le disais en titre, le président kényan William Ruto a été accueilli par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Cette visite d'État de 3 jours a commencé par une réunion avec les dirigeants du secteur technologique et des chefs d'entreprise. Le chef d'État américain a notamment souligné la longévité de la relation diplomatique entre les États-Unis et le Kenya. Les États-Unis devraient, à l'issue de cette visite d'État, désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Le Kenya serait donc le premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir cette désignation qui symbolise la volonté de Washington d'approfondir ses relations stratégiques avec le pays. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.